La pollution chimique, donc, c'est une pollution qui ne se voit pas, mais qui existe. Mais comme on ne la recherche pas forcément dans les analyses, on a tendance à la nier. Mais des analyses indépendantes ont été réalisées sur la côte basque et en Méditerranée. C'est ce que nous expliquera Marc Valmassoni dans la foulée. Et donc, je laisse la parole à Sylvie Pérez pour cette première partie. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier Guillaume Baruc, d'abord pour sa formidable organisation, mais aussi pour deux autres raisons. La première est qu'il soutient notre organisation, notre association, la Coordination Santé-Environnement du Pays Basque. C'est une association loi 1901 qui regroupe des professionnels de santé et qui s'intéresse à cette nouvelle discipline qu'est la santé-environnement, c'est-à-dire une discipline médicale qui étudie les liens entre la dégradation de l'environnement et les problèmes de santé. Donc nous sommes reliés aussi à la CNMSE au niveau national. Donc pour illustrer notre propos, nous avons repris l'action vague toxique initiée par Michele Palza et par Chabi Lafitte au moment du naufrage du Prestige pour faire des analyses. Et enfin, dernièrement, nous avons rejoint le CAD, bien connu pour son action pour la LGV. CAD, ça veut dire Collectif d'associations de défense de l'environnement. Et donc, il y a maintenant une commission eau, et c'est des associations, là aussi, loi 1901 indépendantes, qui vont du Bucco-Tarnos jusqu'à Hendaye. Donc, je vous parlerai d'abord de notre expérience de recherche de polluants chimiques, avec des analyses faites en 2010 et dernièrement en 2013. Nous parlerons des impacts sur notre santé et quelques mesures de prévention. Donc, la première série d'analyses qui a été payée par nos adhérents, et nous avons fait une recherche en spectrométrie de masse, c'est-à-dire qu'un jour où l'eau était très belle, nous sommes allés prélever 2 litres d'eau et donc nous les avons confiés à un laboratoire qui a fait de la spectrométrie. Cet appareil, le spectromètre de masse, en gros, il permet de séparer les constituants normaux de l'eau des polluants qui apparaissent donc sous forme de pics comme ça. Le rapport faisait une trentaine de pages avec toutes sortes de polluants. Le toxicologue André Picot a fait une synthèse avec les principaux polluants. Donc, comme on en a parlé, il y a beaucoup de dérivés pétroliers. Ce n'est pas de la marée noire, c'est des résidus d'essence et de diesel, des pesticides, des détergents, des phtalates et du cadmium. Nous verrons cela tout au long de l'exposé. Nous n'étions pas surpris puisque vous voyez ici, c'est un extrait du SAGE côtier. Du SDAGE, ça veut dire Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau à Dour-Garonne, et donc il existe depuis des années cette liste de substances dangereuses prioritaires à éliminer. Ensuite, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que c'est que ces mousses? On l'a un peu évoqué. Donc ça se passe en Bretagne. Et donc là, nous avons prélevé de la mousse aux Pays-Bas. Ces analyses la datent du mois de mai, comme vous le voyez là-haut. Donc cette première analyse, c'est un laboratoire qui nous a été recommandé par le collectif d'action pour des détergents sans danger. Et c'est quelqu'un qui a mis au point une technique, qui a développé cette technique pour analyser les différents types de détergents. Donc on a fait cette première analyse en mai, où vous le voyez, on avait un taux très important de l'ordre de 292 microgrammes. Et donc, nous sommes dit, on va asseoir notre travail et on va faire une série de prélèvements sur 3-4 mois. Donc, on a recommencé en juin et là, on a eu la surprise d'avoir tous les taux négatifs. Donc, on a contacté le laboratoire qui a commencé à nous dire que l'eau était trop salée. Comme il avait été convenu que c'était de l'eau de l'océan, on était un peu surpris. Ensuite, on nous a dit qu'il y avait des colorants, mais comme je vous ai dit, les colorants, ils doivent être séparés par la spectrométrie. Et finalement, on nous a demandé d'arrêter la collaboration. Et vous avez ici quelque chose qui apparaît, vous voyez ce truc, ce chiffre, ce sigle LQ, c'est la limite de quantification. Ça veut dire le seuil à partir duquel on fait une interprétation. Et vous voyez qu'on passe de 0,2
à 1, donc une augmentation de 50. Et ça nous a été expliqué par M. Serralini, l'homme qui nourrit les rats pendant plusieurs années avec des OGM, et par M. Veilleret, celui qui s'occupe de générations futures et des résidus de pesticides dans les aliments. Donc c'est un truc classique. C'est un peu comme en médecine, si on décidait que la fièvre n'est plus à 38, mais à 40. Ça fera beaucoup moins de malades et ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc nous avons ensuite dossé les graisses, parce que comme vous l'avez vu, donc les graisses colmatent les réseaux d'égouts, mais arrivent jusque dans l'océan, et on vous expliquera comment ça fonctionne. Donc nous avons ici un taux en mai de 1,6 et le taux en juin de 12,7. Donc là, je pense que vous avez compris qu'on ne peut pas vivre en bonne santé dans un environnement malade. Et donc, je vais vous montrer les effets tout au long de la chaîne alimentaire, du plus petit au plus grand. Il faut d'abord resituer ce problème dans le contexte actuel. Donc, tous les pays, qu'ils soient développés ou pas, font face à des nouvelles épidémies qu'on appelle ces épidémies modernes et qui s'expliquent par la dégradation de l'environnement au sens large, la pollution, la sédentarité, l'urbanisation, l'industrie agroalimentaire, la mauvaise alimentation, etc. Donc, pour le cancer, qui est devenu la première cause de mortalité, le cancer du sein ou de la prostate, qui sont des cancers hormonaux, vous verrez l'importance plus après, donc multiplié par 2 en 20 ans, et ce, avant 75 ans. Donc, ce n'est pas le vieillissement de la population. Les enfants paient aussi un lourd tribut, plus 1% de cancer chaque année. Le diabète, l'obésité, les troubles neurologiques comme le Parkinson, troubles de la fertilité, malformation des organes génitaux. D'abord, quelques définitions. Vous voyez ce terrible cycle CMR, carcinogène, mutagène et reprotoxique. Ça veut dire qu'il génère des cancers, qui génère des mutations, qui est toxique pour la reproduction. Donc vous avez là des petites variations avec des cotations de 1 à 3, suivant que c'est certain, probable ou possible, avec de ce côté pour l'Europe et là les sigles aux États-Unis. Donc, quand j'ai connu ça, je me suis dit, les coupables sont connus, c'était il n'y a pas loin de 10 ans, on va faire quelque chose. En fait, c'est plus compliqué que ça, et vous avez donc la notion de perturbateur hormonal ou endocrinien. Et là, c'est quelque chose qui perturbe tout le monde scientifique parce que c'est une autre façon de penser. En effet, depuis l'Antiquité, suivant Paracels, qui disait que tout est poison, rien n'est poison, que tout dépend de la dose. Si vous prenez du sucre ou de l'eau, effectivement, à forte dose, ça peut devenir toxique. Le perturbateur hormonal agit totalement différemment. D'abord, il n'y a pas de notion de seuil. C'est les microdoses répétées quotidiennement. Et parfois, il peut être plus toxique à faible dose qu'à forte dose. Ensuite, c'est la fenêtre d'exposition. Les individus les plus sensibles sont les fœtus, les bébés, les organismes en développement. Et donc, c'est l'exposition dans l'enfance qui fera la maladie plus tard. Donc, il y a une très longue période de latence, ce qui gêne toutes les études. Et c'est en particulier pour ça que M. Serralini a fait cette étude avec les rats sur 2 ans. Enfin, il y a la terrible équation de l'effet cocktail. C'est que chaque élément pris séparément ne pose pas de problème, mais c'est ce cocktail de polluants qui va créer ces maladies. Avec cette équation, 0 plus 0 égale 7. Et enfin, un effet transgénérationnel. Ces polluants arrivent jusque dans le génome et donc certaines pathologies seront transmises à la descendance. Donc, on va voir un peu cette action tout au long de la chaîne alimentaire. Donc là, ici, une petite daphnée, c'est un micro-organisme qui sert de nourriture aux poissons. Il est aussi utilisé pour définir la toxicité d'un pesticide. Donc c'est l'industriel qui va définir ce qu'on appelle la DL 50 ou 100, la dose qui va tuer 50% ou 100% de ces petits animaux. Et donc, il faut savoir que c'est l'industriel qui fixe le seuil. Donc, c'est un peu comme si nous, en sortant d'une fête, on pouvait définir notre alcoolémie et contrôler tout seul. Un autre exemple là, donc c'était aussi évoqué donc, parce que ça a été un peu la prise de conscience de cet effet perturbateur endocrinien. Donc ici, le TBT, c'est la fameuse peinture des antifouling.
Et donc, effectivement, je vous montrerai comment agissent ces perturbateurs hormonaux. Là, c'est une action type hormone mâle avec une virilisation des femelles, apparition d'un pénis et donc impossibilité de reproduction et donc disparition de l'espèce. Il faut savoir que ce produit continue à être utilisé, je crois, suivant la taille du bateau. Je crois que c'est interdit pour les petits, mais je crois que ça persiste pour les gros. Mais c'est aussi utilisé comme pesticide dans l'industrie du textile et du bois. Là, ici, c'est le fameux petit poisson, les pinoches, le gardon. Il faut savoir que les poissons sont hermaphrodites. Ils sont d'abord femelles, la femelle pond les œufs, devient mâle et féconde les œufs. Et là, donc, on s'est aperçu que dans les rejets de stations d'épuration ou industriels, en fait, il y avait blocage du passage de la femelle au mâle et donc des êtres intersexués, là aussi, reproduction bloquée. Donc ça, c'est un colloque qui s'est passé à Paris au Muséum d'histoire naturelle et je dois dire que j'ai pris conscience que nos hormones n'étaient pas différentes de celles du règne animal. Et donc, il est bien connu en médecine que sans hormones thyroïdiennes, un homme devient un crétin. Ça s'appelle le crétinisme hypothyroïdien. C'est systématiquement dépisté à la naissance. Et sans hormones thyroïdiennes, le tétard ne devient jamais grenouille. Ceci est utilisé maintenant, je crois que c'est à l'ESCAR, pour détecter les perturbateurs endocriniens. Et donc, comme ils ont un cycle de reproduction assez rapide, on utilise ceci pour détecter les perturbateurs endocriniens. Les effets des perturbateurs hormonaux vont avoir aussi un effet neurologique avec donc des œufs trop fragiles, des troubles du comportement avec des oiseaux qui ne couvent plus, qui font mal leur migration. Un exemple encore, là, ici, dans le lac Apoka avec les pesticides. Là, et c'est le plus souvent, le perturbateur hormonal a un effet féminisant avec diminution de la taille du pénis des alligators et déclin de la population. Donc, comme je vous le disais, nous ne sommes pas différents. Nous sommes, nous aussi, victimes de tous ces produits. Donc, avec une perte du taux de spermatozoïdes de 40%. Alors, il paraît que quand la France, c'est quelque chose qui a été constaté au Danemark, donc ils sont affolés, ils ont appelé les États-Unis, ils sont affolés, et en France, on a dit, c'est pas grave, un seul suffit. Non, c'est pas si simple. Et je vous invite à voir l'excellent documentaire Mal en péril qui relate tout ça. Revenons maintenant, que vous a planté le décor, à nos analyses. Donc, comme il a été évoqué, il y a beaucoup d'hydrocarbures. Donc, c'est des hydrocarbures aliphatiques par opposition aux plus connus qui sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui eux sont très dangereux mais très volatiles et donc qui ne se retrouvent qu'autour des routes. Donc, les hydrocarbures aliphatiques, donc on l'a dit, c'est des résidus d'essence et de diesel qui ne sont pas eux-mêmes cancérigènes, mais qui agissent comme promoteurs des hôtes toxiques. Et comme on se retrouve avec un cocktail, donc tout cela agit ensemble. Là, moi aussi, une photo de mousse au Pays Basque maintenant. Donc nous nous sommes intéressés aux détergents. Pourquoi ces détergents sont importants? Parce qu'ils sont issus de pétrochimie, peu biodégradables, et donc ils font ces mousses épaisses en se déposant au fond des océans. Ensuite, c'est des libérateurs de formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est un des premiers cancérigènes qui devrait être interdit. Il y a des législations qui en limitent l'utilisation, mais c'est encore utilisé notamment dans les cols et les vernis. Donc, les détergents libèrent du formaldéhyde et donc ne sont que des CMR classe 3, donc possibles. Certains sont des perturbateurs endocriniens et en fait, ils sont faits pour capter les matières grasses. Et en fait, nos cellules sont protégées par de la matière grasse. Donc, ils sont souvent utilisés avec les pesticides pour les faire pénétrer à l'intérieur de la cellule et provoquer des lésions irréversibles. Donc, comme je vous le disais, les détergents agissent en brûlant les parois des cellules. Ici, donc, à la Phyténia, pour ceux qui connaissent, une plage un petit peu plus loin, qui a quelques pins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pins au Pays Basque, mais ce phénomène a été très étudié à Marseille
pour comprendre pourquoi les pains maritimes mouraient dans les calanques. Et donc, il y a eu tout un groupe, les collectifs pour toujours ces détergents sans danger, relayés par la faculté de pharmacie de Marseille. Et donc, ils ont montré que les aiguilles de pain maritimes étaient faites pour rester en bord de mer et donc étaient protégées par une cire naturelle résistante aux embruns. Seulement, lorsqu'il y a du détergent, ça solubilise cette cire et du coup, après, l'aiguille de pain meurt et à la suite, aussi, ça peut entraîner la mort de l'arbre. À plus fort grossissement, ou ici, donc vous voyez toutes les parties exposées aux embruns qui ont perdu leurs aiguilles. Alors ensuite, le malheur, c'est qu'on exporte nos détergents qui remplacent des détergents naturels. Et dans des villes ici, comme au Sénégal, où il n'y a pas de station d'épuration, on voit quand il y a de la houle, ces nappes de mousse. Ensuite, pourquoi nous avons dosé les matières grasses? Parce qu'elles sont connues pour favoriser, troubler l'eau et donc diminuer la photosynthèse et donc gêner le développement des algues, celles qui sont bonnes. Elles présentent aussi, comme on l'a vu, un risque de colmatage de canalisation. Elles protègent et favorisent la diffusion des micro-organismes. Elles ont des nuisances olfactives et elles réduisent l'action des stations d'épuration. Donc, sans aller trop dans les détails, donc comment ça se forme? D'abord, le détergent encapsule une goutte de graisse et permet sa solubilisation dans le liquide. C'est comme ça qu'en fait, c'est l'effet de lavage. Elle traverse les stations d'épuration protégées par cette petite enveloppe, elle se dépose au fond et lorsque c'est brassé, en fait, le gaz se met au milieu et ça forme ces fameuses mousses. Ensuite, donc, le cocktail de pesticides que je ne vais pas détailler, c'est juste pour vous montrer que donc on les retrouve quand on prend 1 litre d'eau de baignade. Donc vous voyez ici tout un ensemble de familles. Je voudrais juste rappeler par exemple pour le métolachlore, donc vous voyez qu'ils sont ou CMR ou perturbateurs hormonaux. Et ça, c'est une petite gymnastique, le jeu du chat et la souris, entre les fabricants de produits phytosanitaires et les autorités qui essayent de faire appliquer la toxicologie. Et donc, on voit ici donc, le métolachlore qui a été interdit parce que toxique. On a rajouté une molécule de soufre et ça repart et il est de nouveau autorisé. La même chose ici là, avec la bentazone, donc, qui est une diazine. Il faut imaginer ça comme des Legos avec des molécules. Donc, parce que celui ici, l'atrazine, qui est bien connu, a été retiré. Donc, ils enlèvent une molécule et il revient sous la forme de diazine. Donc, comme on vous l'a expliqué, on ne peut plus accepter cette façon de chiffrer par dose toxique parce qu'il y a l'effet de cocktail et que ces produits sont très rémanents. Ensuite, on a parlé beaucoup des plastiques et donc la présence de phtalates dans l'eau de mer était un peu surprenante, mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de connu. Donc il faut savoir que cet agent du plastique est utilisé à 3 millions de tonnes par an. Donc c'est utilisé aussi dans les parfums, dans certains produits, des cosmétiques avec de l'alcool ou comme additif alimentaire. Et donc ce perturbateur hormonal, cousin du bisphénol, devait être interdit. Donc c'est un député, le monsieur Lachaud, qui a voté une loi en 2011 visant à interdire les phtalates, mais aussi les parabènes et les alkylphénols qui sont des détergents. La loi n'est jamais arrivée au Sénat et on n'en a plus entendu parler. Donc le cadmium, qui est lui aussi un de ces métaux, mais qui est ici à dose faible, mais d'après M. Picot, c'est un puissant perturbateur hormonal, et là aussi, on n'a pas de dose seuil. Donc, comme je vous l'ai montré, je crois que dans ce domaine, il faut compter que sur nous-mêmes. Lorsque j'ai publié la première fois ces résultats d'analyse, il y avait un responsable de l'ARS et du plan national santé-environnement, je pensais avoir un soutien de sa part, et il m'a répondu que ce n'était pas un problème de santé publique, il y en a plus chez nous. Donc, je vous montre ici, et c'est plus développé sur le site VAC Toxique, il y a 30 mesures édictées par le professeur Bellepomme, un des cancérologues qui s'est le premier rendu compte des problèmes de santé-environnement.
Donc évidemment ne pas fumer parce que là vous avez un cocktail de toxiques pas possible. Boire de l'alcool modérément, bien choisir son vin parce qu'ils utilisent beaucoup de produits phytosanitaires. Les règles évidentes, toujours bonnes à rappeler, lutter contre le surpoids, l'activité physique, varier ses aliments, bien lire les étiquettes. Alors c'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais je crois que ça vaut vraiment le coup de perdre un peu de temps pour se donner des règles de vie et protéger ceux qu'on aime de toutes ces maladies. Donc, un de mes dadas, c'est l'alimentation, et en particulier les labels bio. Donc, faire confiance aux petits producteurs en suivant des circuits courts, c'est bon aussi pour le bilan carbone. Les 5 fruits et légumes, oui, mais surtout cuisiner à la maison et bio. Donc, je vous invite à voir ce très beau film de Jean-Paul Jode, « Nos enfants nous accuseront », qui relate le passage d'une mairie, toute son action pour passer avec des cantines bio, relancer une agriculture bio, bien dépoussiérée, parce qu'effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup de polluants chez nous, les cols, les peintures. Quand vous lavez vos sols, il y a des phtalates, s'ils sont en plastique. Donc, bien choisir ses cosmétiques aussi. Dans les parfums, dans les désodorisants d'intérieur, il y a des phtalates ou des muscs synthétiques perturbateurs hormonaux. Bon, les cosmétiques, les plastiques, je crois qu'on en a parlé. Une chose qui est moins connue, tout ce qui est poils anti-adhésifs, il y a du PFOA qui est un perturbateur hormonal. Et moins on utilisera ces produits, et plus les gens qui sont directement exposés par leur profession seront protégés, ce qui n'empêche pas d'avoir une médecine du travail compétente. Alors, la dernière fois que j'avais fait une topo comme ça, sur Internet, il m'avait dit qu'on culpabilisait toujours les individus. Moi, je pense qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. Et donc, on me demandera après aux collectivités des lois en favorisant les détergents biodégradables. Au niveau européen, il y a cette directive REACH, qui veut dire enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques. Donc, il faudrait que ça se mette en place. On a parlé des égouts. Un petit mot pour l'imperméabilisation des surfaces. Bon, la photo est un peu pixelisée, mais c'est quelque chose de tout bête. On a parlé de ces eaux de pluie et de ruissellement qui vont saturer nos stations d'épuration. Donc, en fait, vous ferez attention en sortant. Vous verrez que chez nous, les espaces verts sont au-dessus de la route et qu'on les arrose. Et que l'eau de ruissellement part directement dans le réseau d'eau pluviale, et donc ça favorise aussi les crues, entre autres. Et donc vous voyez que quelque chose de tout bête, c'est de mettre l'espace vert en dessous. L'eau de ruissellement, donc, tombe directement dans le milieu naturel, et il faut savoir que le milieu naturel dépollue gratuitement 24 heures sur 24. Donc, enfin, la dernière chose qui est notre petit dada, qui est le but de notre combat, c'est que des analyses chimiques et indépendantes soient faites régulièrement et connues du public. Il y a par exemple des chiffres, c'est pour ça qu'on a dosé, ça a été suggéré par les gens du laboratoire. En fait, les graisses sont connues et dosées avec 2 paramètres, le MEH et le SEC. Et ça permet de surveiller l'industrie agroalimentaire, la restauration et les stations d'épuration. Donc, ces paramètres devraient être connus du public. La spectrométrie que nous avons pratiquée, elle se fait par exemple pour surveiller la barrière de corail. Donc, ça me paraît un moyen que l'on pourrait adopter. Donc, je vous remercie. Je pense que vous avez compris qu'il est important que ces polluants chimiques soient surveillés régulièrement. Et que je pense que c'est cette cartographie qui permettra que de nouvelles mesures de prévention se mettent en place, parce que c'est un peu comme l'œuf et la poule, on ne sait pas par qui doit commencer. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Sylvie pour cette magnifique présentation. Donc l'impact de la pollution chimique dans la mer, on ne la connaît pas, et on aura beaucoup de mal à l'évaluer, parce que comme Sylvie l'a expliqué, la pollution chimique, elle est partout, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments qu'on mange, dans l'air qu'on respire. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que
On observe quand même, et là la dermatologue pourra confirmer, on observe quand même des allergies qui peuvent arriver après un bain ou une session de surf. Et alors moi, ce que j'explique souvent aux patients, c'est qu'on ne peut pas être allergique à l'eau de mer. Ça, c'est impossible. Par contre, on peut être allergique aux substances chimiques qui se retrouvent dedans. Et notamment, quelle est la première substance chimique qu'on retrouve dans les eaux de baignade en été? Ce sont les crèmes solaires. Et ça, c'est un sujet qu'on commence à prendre en considération. Si vous mettez de la crème solaire, parce que la crème solaire, ce n'est pas la première mesure de prévention solaire, il faut limiter son temps d'exposition, privilégier la protection vestimentaire, mais quand on met de la crème solaire, il faut systématiquement privilégier une crème solaire bio. Et là, je vais me permettre de faire de la publicité pour un de nos partenaires qui sont les laboratoires de Biarritz, qui proposent la première crème solaire bio certifiée, efficace. Voilà, donc l'argument de dire que les crèmes solaires bio ne sont pas efficaces, c'est faux. Et donc voilà, ça commence par ça. Voilà. Je sais pas si tu veux... Oui, donc je vois que ton papa t'a bien briefé quant aux protections physiques, etc., que la crème solaire, effectivement, n'est pas la première solution. Mais après, moi, ce que je demande en tant que dermatologue au niveau de la protection solaire, c'est connaître le spectre d'absorption du produit pour avoir une protection sur toute la gamme d'UV, des A, des B, les longs et les courts. Voilà, tout à fait, il faut exiger une crème solaire bio, mais efficace. Et voilà. Je rajoute également, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a des stands en sortant de l'auditorium. Parmi les partenaires, nous avons également Evoa, qui est une marque locale qui a développé, qui a compris que les crèmes solaires pouvaient avoir un impact sur les coraux et tuer le corail. Donc là aussi, il y a un intérêt à développer des crèmes solaires qui préservent le corail et les organismes marins. Donc,